Je suis Mathilde Guillon et je suis Laure Bonatti et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue dans ce 14e épisode de la 2e saison de Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Exceptionnellement, je suis seule au micro pour partager avec vous un article paru à la fin du mois de septembre 2022 et consacré à la perception du stress par les chiens. Alors, je vous remets un peu de contexte. On avait lancé un sondage sur notre page Instagram et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Instagram, c'est le moment de le faire. Et donc, via notre compte, on vous avait interrogé pour savoir quel article vous vouliez qu'on décrypte ensemble entre celui dont on va parler aujourd'hui et qui va donc servir de trame à cet épisode et un autre consacré aux effets du Pet Directed Speech sur les chats. Alors, vous savez, le Pet Directed Speech ou le PDS, c'est cette façon de parler un peu gaga quand on prend une voix aiguë et pleine de modulation pour parler à nos animaux. Bon, c'est l'article chien qui a été choisi et donc dont on va parler aujourd'hui. Mais je vous rassure, on reparlera du PDS dans un autre épisode consacré à la façon dont les animaux de deux espèces différentes parviennent à communiquer, y compris donc les humains et les chats. Alors, fin de l'introduction et c'est parti pour découvrir ensemble cet article. Alors, pour commencer, je suis certaine que l'immense majorité d'entre vous est persuadée que le stress peut se transmettre entre un propriétaire et son chien. C'est même très fréquent qu'on entende dès les premières minutes d'une consultation de comportement que les propriétaires se sentent responsables du stress de leur animal, car eux aussi sont très stressés. Les psychologues parlent de contagion émotionnelle, c'est-à-dire du fait qu'un individu puisse changer son état émotionnel en réponse à l'expression de l'état émotionnel d'une autre personne. On suppose d'ailleurs que ce processus est indispensable à la survie des espèces et particulièrement de celles qui sont sociales. En effet, il est bien utile de repérer une émotion de peur chez un congénère afin de prendre à son tour la fuite et d'échapper au prédateur. Pour certains auteurs, la contagion émotionnelle est donc une forme basique d'empathie. L'empathie étant cette capacité à comprendre l'état émotionnel de l'individu qu'on a en face de soi. Ici, on va compliquer un peu les choses puisqu'on s'intéresse à la perception d'un état émotionnel, en l'occurrence le stress, d'un humain par un chien. Certes, humains et chiens partagent 30 000 ans d'histoire commune, mais il s'agit quand même de deux espèces différentes. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Oui, le chien est capable de détecter les émotions humaines. Ça, on le sait depuis plusieurs années, il y a beaucoup de publications là-dessus. Et notamment, des auteurs ont montré que le chien peut reconnaître une expression faciale sur un visage, tout en précisant qu'il y a un apprentissage derrière. En effet, les chiens adultes évitent les personnes qui ont l'air en colère, mais pas les chiots. Ce qui suppose que les chiens apprennent à s'ajuster à un humain fâché à force d'en rencontrer. Dans ce contexte, que va nous apporter cette publication ? Eh bien, celle-ci s'intéresse à la perception du stress via des signaux chimiques qui sont donc perçus par les chiens grâce à leur odorat très performant. Et son titre en anglais est le suivant « Dogs can discriminate between human baseline and psychological stress conditions odors ». Donc les chiens sont capables de discriminer entre l'odeur de base et l'odeur liée à un stress psychologique chez l'humain. Alors, comment ont fait les auteurs pour cette étude ? Donc ils ont d'abord recruté des participants. Alors il y avait plusieurs critères d'inclusion. Il fallait que ces participants, donc les humains, soient non-fumeurs, qu'ils n'aient ni bu ni mangé avant le test et qu'ils ne prennent pas de médicaments qui seraient des stabilisateurs d'humeur afin de ne pas modifier leur odeur corporelle. Et ces participants, ils étaient soumis à une tâche stressante. En l'occurrence, c'était du calcul mental. Donc on leur demandait de compter à l'envers en partant de 9000 et en enlevant 17 à chaque fois, sans papier ni crayon et en face de 2 expérimentateurs. Donc essayez de faire le test, vous allez voir, c'est vrai que c'est un petit peu stressant. Donc des échantillons de leur odeur étaient prélevés avant le calcul mental et après le test de calcul mental. Et ces échantillons étaient ensuite présentés à des chiens dans les 3 heures qui suivaient. Donc c'était des odeurs fraîches, entre guillemets. Au final, 36 personnes ont été incluses dans l'étude, 30 femmes et 6 hommes, âgés de 18 à 57 ans et d'origine ethnique différente. Et l'échantillon qu'on présentait aux chiens était une compresse sur laquelle on avait combiné l'odeur de sueur de la personne ainsi que son souffle. Donc on avait à la fois des odeurs de la respiration
et des odeurs de sueur. Les auteurs, ils ont ensuite recruté des chiens. Donc au départ, il y avait 20 chiens, mais seuls 4 ont réussi à finir l'étude. Alors lorsqu'on analyse un article, c'est vraiment important de savoir qui sort de l'étude et surtout pourquoi. Ça fait partie des critères qui vont nous permettre de juger de la qualité d'un papier. Ici, c'est plutôt bien détaillé. On apprend que 2 chiens sont sortis du protocole parce que leur propriétaire a eu le Covid. C'était en plein Covid qu'ils ont fait l'étude. 3 chiens étaient trop stressés en l'absence de leur propriétaire et n'ont pas pu réaliser l'ensemble du protocole. 9 chiens se sont désintéressés des échantillons ou alors n'étaient pas assez performants lors des premières étapes d'apprentissage. Et enfin, les 2 derniers, au moment où ils ont fini la phase d'étude, ils n'avaient pas encore atteint les performances nécessaires. Ils étaient restés à la phase d'entraînement, ils n'avaient pas pu participer à la phase de test. Donc si on récapitule, on a bien 20 chiens au départ, -2, -3, -9, -2, c'est-à-dire 4 chiens qui finissent. Donc on va quand même noter, avant d'aller plus loin, que la majorité des chiens n'ont pas réussi à faire le protocole expérimental. Donc ceux qui arrivent au bout et qui arrivent à participer à l'ensemble des tests, ils sont très motivés ou très performants, mais en tout cas on ne pourra pas considérer qu'ils sont représentatifs de l'ensemble de la population canine qu'on a, vous et moi, tous les jours. Là, quand même, la majorité n'y arrive pas. Donc, ce qui se passait, c'est que pendant la phase d'entraînement, on apprend d'abord au chien à présenter un comportement spécifique lorsqu'il reconnaît une odeur. Donc, c'est des comportements de marquage qui sont les mêmes qu'on utilise notamment pour des chiens qui sont utilisés en détection de maladies, par exemple. Il y a des protocoles comme ça. Donc, en fait, le chien, on lui présente des cônes et il va venir placer son nez pendant 5 secondes lorsqu'il reconnaît une odeur dans un cône. Donc les chiens, ils sont entraînés à l'aide de renforcement positif, donc on utilise du clicker et des friandises. Et pour que ce soit un petit peu plus clair, on pourra vous mettre les photos du protocole expérimental sur Instagram. Et donc après plusieurs étapes d'apprentissage, qui sont loin d'être simples, on l'a vu, il y a beaucoup de chiens qui échouent, on présente ensuite au chien le vrai test. Donc là, il va y avoir 2 phases de test. À la première étape, on lui présente 3 cônes. Un cône donc, contenant l'échantillon issu de l'humain stressé par le fameux calcul mental du départ. Et dans les 2 autres cônes, c'est des témoins où il n'y a pas d'odeur. C'est une compresse, mais sans odeur particulière. Évidemment, l'endroit où est placée la compresse contenant l'odeur de l'humain stressé, c'est du hasard. Personne ne sait où est placée cette compresse. À la deuxième étape, là, on a un cône contenant l'échantillon de l'humain stressé, un autre contenant l'échantillon de la même personne, mais qui a été prélevé avant l'événement stressant, donc le fameux calcul mental, et un troisième cône qui a été le témoin encore une fois. Alors, passons aux résultats. Donc, dans ce protocole très standardisé, où aucune autre odeur ne vient polluer le dispositif, les 4 chiens obtiennent d'excellents résultats. Ils réussissent à détecter l'odeur de stress dans plus de 94% des cas, c'est-à-dire qu'ils sont capables de différencier, et sans aucun autre indice visuel ou auditif, l'échantillon de la personne avant l'événement stressant de celui collecté après l'événement stressant. Donc ce sont des résultats qui sont bien supérieurs à ceux qu'on aurait obtenus si les chiens avaient choisi au hasard quel échantillon marquer. Ok, donc passons maintenant à l'analyse du protocole expérimental. Alors vraiment, c'est un protocole béton. Tout est détaillé et donc si on voulait, on pourrait essayer de reproduire la même étude. Les auteurs ont fait attention à ce qu'aucune odeur ne vienne polluer les échantillons. Donc effectivement, ces chiens ont bien senti l'odeur du stress grâce aux molécules chimiques contenues dans les échantillons. Et en plus, les mesures physiologiques qui ont été réalisées sur les participants humains, avec notamment des mesures de fréquence cardiaque, confirment que ces gens ont vraiment été stressés par l'épreuve de calcul mental. Donc on est d'accord sur le fait qu'on peut dire que ces chiens ont réussi à sentir l'odeur de stress. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur nos chiens de compagnie et la relation qu'on a avec eux ? Bon, déjà, on peut remarquer qu'apprendre à un chien à marquer un échantillon d'odeur, c'est compliqué. Beaucoup ont échoué, n'étaient pas assez persévérants ou motivés pour réaliser cette tâche difficile. Mais ceux qui n'ont pas réussi, ils sont peut-être tout aussi capables que les autres de sentir le stress. Mais en tout cas, ils ne sont pas parvenus à apprendre à le faire savoir dans un tel dispositif expérimental.
On peut noter aussi qu'aucun indicateur comportemental ou physiologique n'a été utilisé pour évaluer l'état émotionnel des chiens. D'ailleurs, ce n'était pas le but des auteurs. Mais en tout cas, ils ont écrit dans la discussion que les 4 chiens ne montraient aucun signe de stress lorsqu'ils marquaient l'odeur de stress. Bon, c'est normal parce qu'en fait, ils avaient appris à reconnaître cette odeur et ils étaient récompensés à chaque fois. Mais quand même, on peut conclure que le stress, c'est pas quelque chose qui est inexorablement contagieux. Et donc, les chiens, ils peuvent sentir le stress d'un humain, mais c'est pas pour ça qu'ils sont forcément stressés à leur tour. Ils sentent que l'odeur est différente, mais a priori, ça déclenche pas du stress chez eux. Bon, on peut aussi noter que là, les participants étaient inconnus des chiens, et peut-être que le résultat aurait été différent si c'est l'odeur de stress de leur propriétaire à eux qui avait été présentée. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette étude, comme celles qui ont précédé sur le même sujet, c'est que oui, votre chien peut connaître votre état émotionnel. Il voit sur votre visage si vous êtes content ou fâché, il l'entend à votre voix et a priori, il peut aussi détecter à votre odeur que vous êtes stressé. Mais connaître l'état émotionnel ne signifie pas qu'il va ressentir exactement la même chose que vous. Alors, pour marquer vos esprits, je vais prendre un exemple peut-être un peu choquant. Si vous avez une amie qui vous raconte que la veille, elle a perdu son chien, qu'il est décédé, vous allez détecter qu'elle est triste parce que vous avez entendu sa voix, vous avez vu son visage. Vous allez être capable de vous mettre à sa place. Peut-être que vous aussi, vous avez perdu un chien, donc vous savez à quel point c'est difficile de perdre un animal, donc vous allez comprendre son émotion. Mais c'est pas parce que vous savez qu'elle est triste que vous allez à votre tour être envahi par de la tristesse et par ce sentiment de deuil. Donc évidemment que le chien peut détecter le stress de son propriétaire. Il le fait parce qu'il a plein d'indices différents dans son environnement, les expressions faciales, la voix, l'odeur, et puis il a appris à s'ajuster à ces différentes émotions des humains. Mais bon, attention, c'est pas parce que l'angoisse et l'anxiété de l'humain sont détectables par le chien qu'elles se transmettent au chien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à chaque interaction avec le propriétaire, à chaque nouveau stimulus rencontré en balade, le chien, il apprend des choses. Donc, si vous êtes stressé de rencontrer des chiens en balade parce que vous avez eu une mauvaise expérience un jour, vous allez effectivement transmettre des indices à votre chien. Vous allez mettre une tension sur la laisse, vous allez lui parler avec un ton spécifique, et peut-être même donc votre odeur va être celle d'un humain stressé. Et au fur et à mesure, vous risquez de sensibiliser votre chien et de le rendre pessimiste sur l'issue des futures interactions avec ses congénères. Et peut-être même qu'un jour, votre éducateur vous dira que votre chien est réactif. Mais bon, je m'arrête là car c'est le sujet de l'épisode de la semaine prochaine où on interrogera Anne Le Gorec, une éducatrice canin avec qui on travaille à l'école Veto d'Alfort. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages sur le sujet via notre compte Instagram Vetologie ou par mail vetologie.podcast@gmail.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On vous dit à très bientôt dans Vetologie.